Ouverture des travaux du bureau de l'Assemblée nationale après 4 mois d'arrêt. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dénonce le rejet des 4 de leurs propositions de loi sur les 6. Il est favorable au dialogue que veut instaurer le président Macky Sall. Le mouvement Taxawu Dakar souhaite soumettre la question de l'établissement des droits civiques de leur leader Khalifa Sall pour sa participation à la prochaine présidentielle. Le pétrole et le gaz appartiennent au peuple sénégalais et sa génération future. C'était le credo de la convergence des cadres républicains qui avait tenu une grande conférence hier. La gouvernance foncière pour mieux prendre en charge la sécurisation des terres. Le Procasef dépose ses valises en terre casamançaise pour le lancement de la première phase du projet. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les travaux du bureau de l'Assemblée nationale ont repris ce jour après 4 mois d'arrêt. Face à la presse cet après-midi, les députés du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi dénoncent le rejet des 4 sur 6 de leurs propositions de loi à l'Assemblée nationale. Les éclaircissements avec Babacar Abambaye, député et porte-parole, au micro d'Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Moussali. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a constaté un fait inédit, qui est que on avait carrément un commentaire politique des propositions de loi, et les propositions de loi étaient rejetées en fonction de l'objectif qu'ils avaient. La première proposition de loi qu'on a traitée, c'est celle qui a été faite par l'honorable député Aminata Touré, dite Mimi, qui portait sur la limitation de l'exercice des fonctions et des responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le président de la République. Le débat qu'il y a eu, c'était que d'abord, ils nous ont dit que le texte était irrecevable et que l'association And Samm Jikko Yi avait fait le travail de plaidoyer nécessaire, avait rencontré l'ensemble du groupe parlementaire pour qu'on puisse améliorer la loi de 66 et d'avoir une loi qui, en tout cas, qualifie ce qu'on appelle d'acte contre nature. Cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après vote par les membres de Benno Bokk Yakaar, parce qu'ils considèrent que cette loi n'apporte rien au débat public, que c'est une valeur ajoutée insignifiante, et que faire preuve de sagesse, ce n'est pas d'envoyer les gens ou de criminaliser. On a même fait un parallélisme entre la loi Latif Gueye, qui a permis de criminaliser l'usage de drogue, et qui fait qu'aujourd'hui, qui selon leur considération, n'a fait que remplir les prisons. Aujourd'hui, ils considèrent que le sort de cette loi-là est la même, et il y en avait plusieurs sur la table. C'était le fameux contrat de 45 milliards pour l'acquisition en âme du ministère de l'Environnement, qui a été signé par M. Abdoulaye Daouda Diallo et M. Abdou Karim Sall. S'ils considèrent que ce contrat est en bonne et due forme et c'est un besoin avéré du pays, l'expliquer aux Sénégalais. Mais malheureusement, on nous a demandé de passer automatiquement au vote et l'Assemblée considère qu'il n'y a pas nécessité de faire une commission d'enquête sur ce contrat en amont. On avait demandé, et c'est l'honorable député Guy Marius Sagna qui avait déposé, une commission d'enquête sur la situation financière et administrative de la Poste. Vous savez que depuis des années, la Poste est à l'envers, fortement heurtée par une gouvernance scandaleuse d'un responsable politique qui habite à Thiès. Aujourd'hui, la Poste vivote. On a chaque jour des mouvements sociaux. Il était important pour l'Assemblée de faire une enquête parlementaire sur le fleuron de l'administration sénégalaise qui est la Poste. Mais comme on l'a dit, après vote, la majorité de Benno Bokk Yakaar considère que l'Assemblée n'a pas à faire une commission d'enquête sur la Poste. Donc, toutes les propositions de loi qui ont été faites par l'opposition ont été rejetées. Toutes les demandes de commission d'enquête parlementaire ont été rejetées. Je l'évoquais à la une de ce journal, le pétrole et le gaz doivent être une question d'intérêt général, un appel à l'inclusion de tout le peuple sénégalais pour l'appropriation des ressources naturelles, pour le développement durable et la génération future, porté par la convergence des cadres républicains. Une grande conférence était organisée hier au siège de l'APR autour du thème « Pétrole et gaz au Sénégal, les enjeux d'une élection présidentielle ». Regardons les extraits d'Ibrahima Bachir Dramé, directeur communication et relations publiques de Petrosen, et d'Abdoulaye Diouf Sarr, coordonnateur du CCR et directeur du FONSIS, au micro de nos reporters Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Moussali. Nous sommes réunis aujourd'hui pour mesurer avec vous, mais par des hommes de l'art, des hommes qui ont le savoir, l'expertise, l'expérience,
mesurer tous les enjeux de ce nouveau écosystème pétrolier et gazier. J'exerce donc les cadres du pays en général, mais mes camarades de la CCR en particulier, à s'armer de l'humilité nécessaire à la bonne compréhension d'une matière aussi ésotérique que celle du pétrole et du gaz. Il s'agit du pétrole et du gaz. On va le simplifier. On va partir de ce que monsieur le modérateur vient de dire tout à l'heure. Nous cherchons du pétrole dans ce pays depuis 1917. Depuis 1917, il y a eu, par le Bureau de recherche pétrolière, des traces de brut au large du Cap-Vert. Les plus jeunes, le Cap-Vert, c'est la région de Dakar-Ojon. Avant, on disait la presqu'île du Cap-Vert. Des dates phares depuis 1917. En 1954, la première compagnie de distribution de produits pétroliers s'est installée au Sénégal. C'est la compagnie française de distribution, qui s'appelle aujourd'hui Total. Et qui, je le rappelle, a été créée par le gouvernement Poincaré, mais aujourd'hui est une société à 100% privée. L'État français n'a pas un seul franc chez Total. Et je vous dis pour votre gouvernement qu'il y a 6 000 actionnaires sénégalais chez Total au niveau de la filiale Sénégal et autres. L'article 25 de la Constitution. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. C'est une innovation majeure. Regardez les constitutions qui nous entourent, vous verrez que les ressources naturelles appartiennent à l'État. L'autre innovation, c'est les nouveaux codes. Le code de 98 a été changé. Nous avons un nouveau code pétrolier qui consacre énormément d'innovations et qui tient compte de la conjoncture internationale et de ce qui se fait de mieux dans les pays cités en exemple. Vous avez compris, on parle des Norvégiens, souvent pour parler du pétrole. Nous allons donc en mi-mai à Kaolack pour lancer là-bas la fameuse déclaration de Kaolack. Il y a un programme extrêmement important qui est déjà confectionné. Nous lancerons un appel à tous les cadres de la majorité présidentielle pour venir avec nous porter le débat. Parce que fondamentalement, d'ici le 24 février, il faut absolument qu'on fasse la différence avec le débat. Si on ne le fait pas, c'est le populisme qui va faire la différence. Et si le populisme fait la différence, c'est parce que les intellectuels ont capitulé. Après le chef de l'État, ce sont les porte-paroles de Benno Bokk Yakaar qui s'alignent sur cet élan de dialogue. Sa possibilité ne peut découler, selon ses cadres, que par la démarche démocratique portée par tous. L'opposition et les citoyens sont invités à y prendre part. Seydou Gueye, porte-parole du jour avec Alioune Badara Ndiaye et Cheikh Tidiane Thiam. Le président Macky Sall, après avoir lancé un appel au dialogue dans l'intérêt exclusif des populations lors d'un entretien sur une radio locale, a réaffirmé avec force lors du Conseil des ministres du mercredi 26 avril 2023, donc hier, sa disponibilité et son engagement à consolider le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la nation selon des formats et thématiques indiqués dans le respect de l'état de droit, des institutions de la République et des valeurs démocratiques. Il est aujourd'hui de notoriété publique et reconnu de par le monde que le dialogue et la concertation constituent des marqueurs majeurs de la vision politique du président Sall. Il est évident que le dialogue est une tradition bien de chez nous, comme la tolérance, le respect des institutions et de l'état de droit constituent les socles porteurs de notre vivre ensemble. Dès lors, la coalition Benno Bokk Yakaar se réjouit, à l'instar d'une grande majorité de nos compatriotes, de l'appel au dialogue lancé par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. À nos yeux, le dialogue constitue un des acquis les plus importants de notre modèle démocratique en tant qu'exigence. Il reste également une modalité incontestable pour l'approfondissement de notre démocratie depuis l'adoption du Code consensuel de 1992. Enfin, il est de notre devoir et de notre responsabilité d'inviter tous les acteurs politiques, sans exclusive, toutes les forces vives, celles du champ social et citoyen,
à répondre à l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État en vue de parvenir à des élections pacifiées, comme il est de coutume dans notre pays, de renforcer la paix, la stabilité sociale, la sécurité et le progrès au grand bénéfice du Sénégal, de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. À présent, l'actualité dans cette édition avec cet appel au dialogue, jusque-là qui n'avait pas de preneur, du moins selon les observations dans le champ politique sénégalais, plus précisément dans le camp de l'opposition. L'intérêt, par contre, à cette initiative républicaine du chef de l'État d'unir toutes les forces vives confondues s'affiche du côté d'une formation, pour l'instant, le mouvement politique Taxawu Dakar. Son adhésion est en balbutiement par le principal concerné, le leader Khalifa Sall, ancien maire de Dakar et lui aussi candidat à la prochaine élection présidentielle en 2024. Une annonce de confirmation relayée par le coordonnateur du département de Pikine, El Hadji Mamadou Ndiaye. Ce dernier engage ses camarades d'aller répondre à l'appel au dialogue. L'un des points fondamentaux à soumettre est la formulation d'une demande de rétablir les droits civiques de leur leader et de tous les autres opposants pour leur participation à la prochaine élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Un autre candidat dans la course pour l'accession au fauteuil présidentiel en 2024, il se nomme Dr Moustapha Fall à la tête du mouvement MPN Galgui. L'éducation et la souveraineté économique, l'un de ses objectifs de son programme. C'est à Boubacar Medina Baye, un village situé à Pal, qui a fait sa déclaration de candidature. Dr Moustapha Fall avec notre correspondant à Saint-Louis, Chérif El Walid Sow. Aujourd'hui, ici à Boubacar Medina Baye, est la déclaration de ma candidature aux élections présidentielles de février 2024. Ici, en 2019, alors candidat aux élections présidentielles, j'avais dénoncé un héritage post-colonial auquel nous devrions nous débarrasser. En repensant notre modèle de développement, qui sans doute passera par une éducation choisie et orientée vers nos propres besoins, j'exige le respect au droit de participation de tous les Sénégalais qui le désirent. La course au suffrage universel, au suffrage des Sénégalais, doit être libre et sans entrave, où le parrainage est utilisé pour aller dans la sélection. Candidat à la présidentielle, j'exige le respect de la Constitution qui stipule que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Candidat à la présidentielle, je demande massivement l'inscription sur les listes électorales et d'être attentif au programme. Une autre actualité de ce jour, dans cette édition, la communalisation dans un partenariat mutuel. L'échange est fait entre les communes de Diembéring et celles françaises d'Agde. La signature de la convention à cet effet portera sur les secteurs de l'eau et de l'assainissement, grands axes des objectifs de développement durable. La délégation française a opéré aussi une visite guidée dans la commune de près de 30 000 habitants. On écoute Gilles Détor, maire de la commune d'Agde et président de la communauté d'Hérol de Méditerranée, et Léopold Abba Diatta, maire de la commune de Diembéring, au micro de Mame Ndiaye. Je suis vraiment très heureux que l'on soit réunis ce matin pour, dans le cadre de la coopération décentralisée, signer une convention de partenariat avec nos amis d'Agde, de l'agglomération Hérault-Méditerranée, pour réaliser des projets dans le cadre de l'eau et de l'assainissement. Je dois préciser que le choix de ces 2 secteurs n'est pas fortuit, parce que c'est des secteurs qui correspondent à des besoins réels dans la commune de Diembéring. Vous tous, en tout cas les populations qui vivent ici, pour beaucoup d'entre eux rencontrent beaucoup de problèmes sur l'approvisionnement en eau, mais également pour l'assainissement. Parce qu'il faut dire que, comme on dit, il faut un corps sain dans un environnement sain. Donc c'est pour cela que le choix a été porté sur ces 2
secteur, moi je voudrais remercier mon frère Gilles qui a dirigé cette délégation, que je remercie au passage parce qu'ils sont tous donnés à fond pour qu'on arrive à ce stade. Nous partageons cette envie justement de mettre en place une coopération entre la commune d'Agde et son agglomération qui compte à peu près le même nombre d'habitants que Diembéring, c'est-à-dire 30 000. Et nous allons réfléchir justement à mettre une coopération en place au sujet de l'eau et de l'assainissement principalement. Puisque nous avons un dispositif en France qui passe à travers l'agence de l'eau et qui permet aux communes justement de porter ces coopérations et donc nous avons été tellement bien accueillis en Casamance et ici sur la commune de Diembéring, eh bien que nous avons à cœur de mettre en place une coopération basée sur l'eau et l'assainissement et dans l'échange bien entendu avec le Sénégal, faire en sorte aussi que nous puissions recevoir une délégation sénégalaise prochainement pour poursuivre une coopération qui pourra aller bien au-delà sur le plan de la jeunesse, sur le plan de l'éducation, sur le plan, on va dire, des échanges culturels. Et donc c'est, je le dis, pour nos deux peuples, une chance inouïe justement de se tourner vers l'avenir sur des projets d'intérêt général et sur ces échanges-là qui nous font, j'en suis sûr, avancer les uns les autres pour un avenir plus prospère et pour un avenir plus fraternel. La campagne agricole 2023-2024 débutera au mois de mai. Le Conseil interministériel s'est réuni hier soir pour soumettre des directives et orientations au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour une bonne saison. Sous la présidence du Premier ministre, 19 mesures sont mises pour une meilleure articulation avec les instruments de financement. Voici les précisions du Premier ministre Amadou Ba. Nous avons pu noter l'engagement des uns et des autres, notamment des acteurs qui sont dans le secteur agricole, les acteurs qui se sont félicités des mesures prises par le président de la République, ces mesures qui ont amené le gouvernement à vous réunir aujourd'hui pour échanger avec vous. Le conseil interministériel que nous tenons aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus qui a démarré il y a plusieurs semaines, où nos différents services techniques se sont rencontrés, nous avons beaucoup échangé. Je voudrais demander au ministre de l'Agriculture de prendre des mesures pour le démarrage effectif au mois de mai 2023 de la campagne agricole. Il veillera à la mise en place des commissions de cession des intrants par les autorités administratives au plus tard le 15 mai 2023. Pour ce qui concerne le ministre des Finances, veillez à doter le ministère en charge de l'agriculture des ressources suffisantes pour assurer le financement de la campagne agricole. Il donnera les premières indications lors du débat budgétaire qui se tiendra à l'Assemblée nationale avant le 30 juin de cette année. Prendre les mesures d'exécution nécessaires pour solder la dette des OPS pour l'année 2021-2022 sera fait au plus tard en fin de semaine prochaine et soumettre à la validation un plan d'appurement de la dette de la campagne 2022-2023. Ce plan sera soumis au gouvernement avant le 15 mai et vous serez informés. 19e, c'est la dernière recommandation, c'est de demander au ministre de l'économie, du plan et de la coopération d'inviter les banques pour que l'on puisse échanger sur la problématique des taux d'intérêt qui sont assez élevés et de veiller à une meilleure articulation entre les instruments de financement que nous avons, que sont l'ADR, le FONGIP et les banques.
En ce qui concerne la cession des intrants, des précisions de taille sont vite établies par le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. 40% du budget de la campagne agricole 2023-2024 est destiné à l'achat d'engrais de plus, qui dépasse le volume de l'année dernière qui était de 167 000 tonnes. Sont concernés pour les 60% restants, selon le ministre, à l'achat de semences au Conseil agricole. La direction de la protection des végétaux, partie intégrante, son budget passera d'1 milliard de francs CFA à 2 milliards 750 millions de francs CFA. Cette campagne agricole marquera aussi un grand pas sur l'innovation de la culture du blé et du tournesol. Le ministre de l'Agriculture compte soutenir aussi la plantation de palmiers pour mettre l'accent sur la production locale d'huile de palme. Je l'annonçais en début d'édition, les activités du projet cadastre et sécurisation foncière sont lancées officiellement. La Casamance est la première bénéficiaire exclusive en termes de sécurisation des terres, le plus souvent source de conflits. Cet accompagnement à la base du projet aura dans l'avenir une haute envergure nationale. Voyons ce qu'en a dit Alinou Diouf, coordonnateur technique du Procasef, au micro de Mame Ndiaye à Ziguinchor. L'objectif de cette cérémonie était de lancer de façon opérationnelle les activités du Procasef dans cette grappe. Et 2 objectifs essentiels sont assignés à cette équipe. Un objectif qui est localisé, technique, qui consiste à appuyer l'ensemble des communes de cette grappe à procéder à la sécurisation de l'ensemble des espaces de leur ressort territorial. Mais un objectif beaucoup plus global, je dirais même national, parce que le foncier est une problématique transversale aux défis multiples qui touchent à la fois des questions de sécurité alimentaire, des questions sécuritaires, des questions de gouvernance locale, des questions de démocratie, des questions relatives à la gestion des ressources naturelles, qui dépassent donc la zone de la grappe de la Casamance naturelle. Donc, au-delà de la sécurisation intrinsèque des espaces, ils participeront aux actions de développement public relatives à la gouvernance foncière qui a une place fondamentale dans les actions de développement public de l'État au niveau national. Donc, voilà les 2 objectifs essentiels qui sont assignés à cette grappe. Un objectif précis, concret de sécurisation des espaces, un objectif plus large au niveau national relatif à la gouvernance foncière et à la poursuite des actions publiques de l'État au niveau local. Les travaux de la justice sur les dossiers brûlants et farouchement controversés se succèdent à une vitesse éclair. Seront entendus le 2 mai prochain le secrétaire général de PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, l'activiste Mohamed Samba dit Hannibal Djim et Seydou Ba de la plateforme Kopar Express. Au niveau du tribunal de grande instance de Dakar, les principales infractions dans leur fond seront jugées qui impliquent ces mises en cause placées sous mandat de dépôt. Bassirou Diomaye Faye, suite à un texte au titre incitatif et outrageant publié sur sa page Facebook, il est poursuivi pour acte de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation à l'encontre d'un corps constitué. L'activiste Hannibal Djim, en prison depuis le 14 février, est visé par les chefs, financement d'activités séditieuses et subversives, appel à l'insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l'État et apologie de la violence. Quant à Seydou Ba, sur l'affaire de Kopar Express où il détient 25 parts dans la capitale de la plateforme de collecte de transfert d'argent, il a été retenu contre lui les faits de financement d'activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Une plainte a été déposée contre lui par un GIE pour la promotion des non-voyants au Sénégal pour escroquerie en bande organisée. Le directeur général de Walfadjri, le journaliste Moustapha Diop, quitte l'audition hier avec une notification de sortie du commissariat central de Dakar. Dans la foulée, il a confié à la presse la bonne tenue de l'interrogatoire avec au menu ses responsabilités dans le groupe et le fonctionnement de celui-ci. Moustapha Diop salue aussi tout le soutien de ses proches. On l'écoute au micro de nos confrères. Ils m'ont juste fait une notification que je pouvais rentrer chez moi. Ils m'ont absolument rien dit de plus. Ils m'ont également expliqué pourquoi j'ai été convoqué
et les questions auxquelles je devais répondre. Et j'ai répondu à ces questions-là. Maintenant, vous avez dit que l'audition a duré. Effectivement, ça a duré, mais je considère simplement qu'ils faisaient le travail. Et ils l'ont fait dans les meilleures conditions qui soient. Si c'est possible d'avoir de meilleures conditions dans ces circonstances-là, cette audition s'est déroulée même avec le sourire, si je dois le dire comme ça. J'ai répondu à leurs questions selon les informations que je détiens par rapport au fonctionnement de Walfadjri, que je connais très bien, par rapport aux différentes responsabilités que nous avons à Walfadjri, les responsabilités que tu assumes toi-même, Pierre, les responsabilités que d'autres personnes assument, et je crois que c'était ça l'essentiel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne nuit à toutes et à tous.